Alors, je reviens un peu sur la linguistique. Vous savez que la linguistique, pour moi, a un côté spéculatif. On fait des hypothèses, on fait des rapprochements. Dans certains cas, ça tombe juste, dans un cas, c'est peut-être contestable. Je vais vous donner une de mes hypothèses qui n'est pas parmi les plus assurées, et qui m'amuse de signaler, parce que j'aime bien qu'on s'amuse aussi. C'est la forme progressive anglaise, en ing. Pourquoi est-ce que les Anglais ont décidé d'employer cette forme en ing pour dire qu'on est en train de quelque chose, on est sur le point de quelque chose? Eh bien, justement, prenons l'expression en train. Autrefois, en train s'écrivait avec un G à la fin. Tous les mots en français en IN de ce type-là ont perdu leur G. Et par conséquent, l'hypothèse que je vous soumets comme ça, entre nous si on peut dire, c'est est-ce que ça n'est pas cette forme en train de faire quelque chose qui s'écrivait autrefois AING, qui n'aurait pas inspiré la forme anglaise du ING. Puisque la forme progressive, c'est réellement, on le rencontre, moi je me souviens quand j'ai appris l'anglais, on me disait oui, la forme progressive, ça veut dire être en train de. I am doing that, je suis en train de faire ça. Et peut-être que c'est cette expression de être en train qui aurait pu inspirer la forme progressive en ING. Pour dire que la contamination de l'influence française sur l'anglais est quasiment insondable. Elle peut prendre les formes les plus diverses, et c'est une recherche qui n'en finit jamais. La dette de l'anglais par rapport au français est absolument incommensurable. Et à ce sujet, je dois reconnaître qu'il y a quand même un certain malaise à voir l'Europe, l'Union européenne, parler en anglais, alors même que le Brexit est plus ou moins acquis. Donc il ne le sera pas. En tout cas, il est sur le point de l'être. Il est en train de l'être. Il est en train de s'entériner, plus ou moins, tôt ou tard. Alors, la question est de savoir, pour l'avenir de l'Europe, quelle est la langue de l'Europe pour la suite. Vous avez deux théories qui s'opposent à ce sujet, dans mon esprit. Soit on remplace l'anglais par le français, et ce n'est pas inconcevable, d'une certaine manière, parce que le français est une langue qui a des points communs aussi bien avec les langues du Nord qu'avec les langues du Sud. Les langues du Sud, évidemment, ce sont les langues latines, avec le Nord, parce que le Nord a beaucoup emprunté aussi bien du côté allemand, anglais que néerlandais au français. L'autre formule, qui est concevable aussi, et que je vous soumets, c'est d'annexer l'anglais au français. C'est-à-dire qu'en fin de compte, dire que finalement, l'anglais c'est une forme plus ou moins dépravée du français, une forme populaire, un peu comme les arabes dialectales par rapport à l'arabe classique, Fusra, etc. Un dialecte francophone, un dialecte français, en intégrant l'anglais pleinement dans la sphère francophone. Alors c'est un débat entre linguistes, parce que chacun a sa théorie là-dessus, sur qu'est-ce que c'est qu'une langue, etc., la sociologie linguistique, mais je pense que je suis assez favorable à la deuxième formule, qui est plus simple à appliquer. On garde l'anglais en sachant que c'est une sorte de dérivé du français, et il faut l'appeler Franglish carrément.
qu'on fera des exposés en Franglish. Comme d'ailleurs, on est aussi, par ailleurs, dans un monde judéo-chrétien, où le christianisme occupe beaucoup plus de place quelque part que le judaïsme, et c'est pour ça qu'on doit dire judéo-chrétien, comme on doit dire de la langue anglaise qu'elle est une langue franco-anglaise. L'anglais étant le prolongement, sous différentes conditions que nous ne précisons pas ici, le prolongement du français. Voilà ce que je propose, donc, le Franglish. Il faut que ça soit appelé comme ça. Do you want us to speak Franglish? Voilà comment je pense rééquilibrer les choses.